Les dirigeants des groupes armés ont été reçus ce week-end à Bamako par le président malien Ibeka pour consolider le processus de paix. Fait significatif, le général El Hadj Gamou conduisait officiellement la délégation du Gatia, groupe armé pro-gouvernemental. Sur la photo de la rencontre, on reconnaît d'abord deux poids lourds de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA ex-rébellion. Il y a Bilal Ag Chérif et Al-Gabas Ag Intala. Côté groupe du Gatia, malgré son turban, le visage d'El Hadj Amou est tout de suite reconnu. Il est émitouflé dans un boubou. La veille de la rencontre avec le président Ibeka, c'est dans sa tenue militaire qu'il a assisté au défilé lors de la fête de l'indépendance du Mali. La double casquette du général El Hadj Gamou est donc désormais très officielle. Sous le drapeau national, il est également leader d'un groupe armé. Avec le président Ibeka, El Hadj Gamou, du Gatia et les responsables de la CMA ont évoqué le processus de paix, surtout la situation à Kidal. Le gouverneur de région est arrivé sur place. Les ex-rebelles de la CMA qui contrôlent la ville lui ont fait plutôt un bon accueil et ils travailleront tous au retour progressif de l'État sur place. Quant aux combattants du Gatia, de manière coordonnée, ils repartiront bientôt à la périphérie d'où ils ont récemment été chassés. À la sortie de l'audience, Bilal Ag Chérif a déclaré que l'audience leur a permis de faire le compte-rendu au président de la République de l'accord de cessez-le-feu signé entre la CMA et la plateforme. La délégation, selon Ag Chérif, a réitéré au chef de l'État son engagement pour l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation afin que l'insécurité qui frappe les Maliens prenne fin. C'est une rentrée politique fracassante que le parti de Hamamadou, le mouvement démocratique nigérien, modèle Lumana Africa, a effectué ce dimanche 24 septembre 2017 à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. Une rentrée politique précédée de la conférence régionale du parti qui sonne la redynamisation des structures du parti ainsi que la mobilisation des militants pour les luttes à venir. À l'occasion, les responsables du parti ont passé à la loupe la gestion du pouvoir par le régime du président Issoufou Mahamadou depuis les dernières élections générales de 2016. Depuis le coup d'État électoral de l'année 2016, le régime de Issoufou Mahamadou est en train de sacrifier le devenir de tout un peuple en voulant juste satisfaire la boulimie financière d'un clan mafieux sur l'autel des démagogies et des mensonges d'État. La gouvernance Gouri est ponctuée de turpitude, de bévues économiques et de déchéance de nos valeurs. Pour le parti de l'ex-président de l'Assemblée nationale Hamamadou, le régime de Niamey a franchi le Rubicon et a complètement mis le pays à terre avec une économie totalement en déliquescence. Pour ce parti, l'heure est à la mobilisation pour la restauration de la démocratie. Les présentes assises interviennent, comme vous le savez, dans un contexte de chaos généralisé, créé et entretenu par le régime de la Renaissance, qui de toute évidence a atteint ses limites objectives. Aussi, il est un impératif pour nous de créer les conditions adéquates permettant de restaurer l'état de droit et la démocratie remis en cause par la malgouvernance du Gouri système. Après cette étape, le bureau politique national qui a reçu le soutien du président du parti Hamamadou depuis Paris, son lieu d'exil, envisage de mobiliser ses troupes sur l'ensemble du territoire pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés. L'alternance au pouvoir. Détenus dans des camps militaires à travers le pays, ils commenceront à être jugés le mois prochain, a annoncé dimanche le ministère de la Justice. Tout est prêt désormais pour la lecture des actes d'accusation des suspects de Boko Haram dans les différents centres de détention dans le pays, selon un communiqué. Ce processus devrait commencer le 9 octobre. Quelques 1600 détenus commenceront ensuite à être jugés. Les avocats seront fournis aux suspects par le Conseil d'aide juridique. Les affaires ont été attribuées par le ministre de la Justice, Aboubakar Malami, à plusieurs procureurs. Des juges qui pourront traiter les cas promptement ont été choisis, précise le communiqué. Les forces de sécurité nigérianes affirment que des milliers de membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés et placés en détention, mais les poursuites et les condamnations restent rares. Selon le ministère de la Justice, c'est aux enquêtes insuffisantes et à des problèmes logistiques que sont dus les retards dans les poursuites. L'affaire la plus importante actuellement jugée est celle de Khalid al-Barnawi, leader du groupe islamiste Ansarou, faction dissidente de Boko Haram, inscrit sur la liste noire des États-Unis jusqu'à son arrestation au Nigeria en avril 2020.
2016. Il a été formellement inculpé d'enlèvement et d'assassinat de 10 étrangers. L'armée et le gouvernement nigérian donnent Boko Haram comme très affaibli. Depuis 2 ans, les insurgés ont été chassés de la plupart des territoires dont ils s'étaient emparés en 2014 pour fonder un califat islamique. Mais malgré cet affaiblissement, les attaques et les attentats suicides continuent. Autrefois pilier du pouvoir sous Laurent Gbagbo et aujourd'hui témoin de l'accusation, Philippe Mangou, 65 ans, a exposé le fonctionnement de l'armée. Il a aussi évoqué ses contacts avec l'ancien chef d'État accusé de crimes contre l'humanité. Sinon, il faut dire qu'avec le président, je n'ai pas de relation particulière. C'est des relations de président de la République à chef d'état-major des armées, donc de chef à collaborateur. Mais je sais que dans les différents rassemblements que Blé Goudié faisait, il rencontrait très souvent le président Laurent Gbagbo. Il lui est très proche. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pour ça que nous avons informé tout le monde. Donc ce réagissement a été fait pour que nos frères ne sortent pas du Golfe pour aller commettre des faits en ville en but de faire porter la responsabilité aux forces de défense et de sécurité. C'est pour ça qu'on a réajusté le dispositif. Dans notre esprit, ça n'a jamais été un blocus. Le poste qui a été mis sur pied, je le précise bien, c'est un poste de contrôle. Philippe Mangou doit poursuivre son témoignage cette semaine, interrogé par l'accusation jusqu'à jeudi. Pour rappel, les violences post-électorales avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Le Premier ministre... À la tête d'une forte délégation, le coordinateur du parti Modern Faloumana, cellule régionale de Niamey, s'est engagé à ressouder les rangs du parti au niveau de la diaspora. Occasion pour lui d'échanger avec les militants du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Soumane Sanda n'a pas hésité à rappeler aux militants venus nombreux que le parti reste et demeure soudé aux idéaux du président Hama Amadou. Pour la jeunesse, cette rencontre marque un nouveau départ et cette dernière, par la voix du président des jeunes au niveau de la diaspora mondiale, Moussa Mega, l'engagement est pris. Plus que jamais, les ténors du parti Modern Faloumana continuent d'apporter leur soutien au président du dit parti, Hama Amadou, forcé à l'exil par le pouvoir de Niamey. La tension monte en République démocratique du Congo avec l'approche de la date butoir du 31 décembre, chaque jour étant plus illusoire pour organiser la succession du président Joseph Kabila. Mais malgré les doutes, l'Organisation des Nations Unies continue de tabler sur la tenue d'ici à fin 2017 d'une élection présidentielle dans le pays. La question a été abordée par les Nations Unies lors de l'Assemblée générale de l'organisation. La rencontre réunissait les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Étaient représentés à cette réunion la République démocratique du Congo, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU et différents groupes régionaux. Les participants ont salué l'engagement exprimé par les autorités congolaises à respecter la Constitution, soulignant aussi la nécessité de mesures de confiance supplémentaires pour créer des conditions propices à la poursuite et à la réussite du processus électoral. L'opposant zimbabwéen Evan Mawarire réfute les accusations d'incitation à l'émeute pour lesquelles il a été inculpé. Il s'est déclaré non coupable lors de la première audience de son procès qui s'est déroulé mardi devant un tribunal de la capitale Harare. Mawarire et un autre opposant, Océane Chiota, sont poursuivis pour avoir publiquement soutenu en juin dernier à Harare des étudiants en médecine en grève. Ces derniers protestaient contre le doublement de leurs frais de scolarité. La prochaine audience de leur procès aura lieu le 28 septembre prochain. Le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique au Zimbabwe, avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement. Le mouvement s'était éteint face à la brutale répression ordonnée par le président Robert Mugabe.
Âgé de 93 ans, l'homme dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis son indépendance en 1980. Un pays en proie à un indicible chaos avec une myriade de milices et de groupes armés où près de 3,8 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. La haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme n'y est pas allée de main morte pour dénoncer la situation actuelle en République démocratique du Congo. Entre autres griefs, le Conseil des droits de l'homme a regretté le peu de diligence des autorités pour enquêter sur les 87 fosses communes découvertes dans le Kasaï, malgré les informations transmises à Kinshasa par la force onusienne en RDC, MONUSCO. Le conflit en cours dans cette région est l'une des pires crises des droits humains dans le monde. Concernant la situation politique en RDC, l'instance onusienne a avancé plusieurs éléments qui démontrent, selon le Conseil des droits de l'homme, l'absence de volonté de mener le processus démocratique de façon pacifique. Présente à la réunion, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Muchobekwa, a fustigé un tableau sur les droits de l'homme tellement sombre que l'on donne l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour respirer en République démocratique du Congo. À propos du processus électoral, la ministre a spécifié que 42 millions d'électeurs sur 45 au total attendus ont été enrôlés, tandis que les opérations d'enrôlement ont débuté dans les deux Kasaï pour une durée de 3 mois. Le porte-parole de la défense nigériane John Enanche a été clair dans un communiqué. L'IPOB, fondé en 2013, s'est peu à peu métamorphosé pour devenir un défi sécuritaire. La formation d'un service secret du Biafra, la formation revendiquée d'une garde nationale biafraise, ainsi que le blocage non autorisé des voies publiques sont entre autres raisons qui ont conduit l'armée à décréter l'IPOB organisation terroriste militante. Il est également reproché aux indépendantistes d'avoir attaqué des postes de contrôle militaire avec des armes et cherché la confrontation physique avec les soldats depuis une semaine. Ces derniers jours, de violents heurts ont eu lieu entre l'armée et les membres de l'IPOB dans la ville pétrolière de Port Harcourt et l'État d'Abia, dans le sud-est du pays. L'IPOB, de son côté, dénonce des actions de répression sanglantes de la part du pouvoir central. Il y a eu un complot préalable visant à dénigrer l'IPOB et éventuellement à les qualifier de terroristes. Il y a complot à cet effet. Vous pouvez comprendre la chaîne des événements, comment ils ont été attaqués et tués en nombre. Ensuite, les militaires ont annoncé leur interdiction. Puis, lorsque les militaires ont découvert qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire cette annonce et que c'était une enfreinte à la loi, le procureur général de la Fédération a pris des mesures immédiates pour régulariser ce que les militaires avaient fait. Ils n'ont pas d'armes. La loi est donc claire quant à la nature d'une organisation ou d'un groupe qui peut être considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Et l'IPOB n'en fait pas partie. Le groupe revendique la création d'une république du Biafra. En 1967, la déclaration unilatérale d'indépendance de cette région, à grande majorité Igbo, avait entraîné une guerre civile qui avait duré 3 ans et fait plus d'1 million de morts, principalement de maladies et de famine.